un petit peu notre retard. Sans transition, place maintenant à un keynote qui va être délivré par une marque de référence du retail et du e-commerce, puisque nous avons le plaisir d'accueillir pour les 20 prochaines minutes Thomas Métivier, CEO de Cdiscount, que j'invite à me rejoindre sur scène. Écoutez, bonjour à tous. Vous le savez, nous le constatons au quotidien. Les premiers usages de l'IA générative nous confirment qu'on est face à une transformation, une révolution technologique qui va bouleverser nos entreprises, qui va bouleverser notre quotidien, à beaucoup d'entre nous, à presque tous, et puis probablement même avoir un impact sur nos sociétés. Ce qui est intéressant, c'est de dire qu'on est à un moment pivot, un peu comme dans les années 90, lorsque Internet est sorti des labos de recherche, des centres militaires pour aller dans les entreprises, puis ensuite dans les foyers, ou quand, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la mécanisation agricole a eu pour effet de vider les campagnes. On avait 30% de l'emploi qui était de l'emploi agricole, et aujourd'hui on a 3% de l'emploi qui est de l'emploi agricole, et ça a permis de développer tous les secteurs des services et puis l'industrie. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui c'est très difficile de se projeter sur où est-ce qu'on sera dans 10 ans, dans 15 ans, au rythme où va l'IA générative et avec son potentiel de transformation à la fois de nos entreprises et puis du quotidien de nos clients, de nos consommateurs. Alors quand on regarde un peu une perspective historique, on voit que toutes ces transformations, elles ont eu deux effets. Le premier, c'est qu'elles ont toujours eu pour effet d'améliorer fortement les produits et les services proposés aux consommateurs. Ça a apporté du choix, ça a apporté de la qualité, ça a aussi permis de faire baisser les prix. Et le deuxième, c'est que ça a eu pour effet de transformer le travail, et notamment en le rendant moins pénible, en supprimant des tâches avec des faibles valeurs ajoutées, et notamment les tâches répétitives. Et donc je pense qu'en tant que chef d'entreprise, quand on essaye d'appréhender la transformation qui est en cours, il faut effectivement faire des tests, des essais, mais il faut garder de vue ces deux boussoles, de se dire qu'est-ce que l'on fait, qu'est-ce qui va changer dans les attentes de nos clients, et comment est-ce qu'on fait pour y répondre, et comment est-ce qu'on aide nos équipes, comment est-ce qu'on leur permet de s'emparer de ces nouveaux outils pour transformer leur quotidien et rendre leur travail plus fluide et plus facile. Et évidemment, le commerce et le e-commerce sont aux avant-postes de cette transformation, déjà parce qu'on est au contact, au quotidien des consommateurs, et puis parce qu'on a la chance d'être un secteur qui s'est pas mal digitalisé. Et évidemment, la transformation de l'IA générative, elle s'appuie sur notre capacité à être déjà très digitaux et à avoir beaucoup de data. Et donc, chez Cdiscount, évidemment, on embrasse cette transformation avec modestie, parce qu'on est au début de l'aventure, mais aussi avec un grand enthousiasme, parce qu'on est convaincu de ce que ça peut apporter pour nos clients et ce que ça peut nous apporter en interne. Alors, avant de vous présenter ce qu'on fait sur l'IA générative, quelques mots sur Cdiscount. Donc, Cdiscount, on est le leader français du e-commerce. On est là depuis 25 ans et on est une des principales places de marché en Europe, avec en France un tiers des Français qui nous rendent visite tous les mois. Et on a une promesse très claire pour eux, pour vous, c'est d'offrir le pouvoir d'avoir le choix. Le choix d'avoir une offre large de produits de qualité. On a près de 20 millions de produits. Le choix du prix. On se bat pour être moins cher tous les jours. Le choix aussi d'une offre plus responsable qui fait près de 30% de notre activité aujourd'hui. Et tout ça, on le fait grâce à nos 10 000 vendeurs partenaires qui, eux, viennent développer leur activité e-commerce, viennent promouvoir leurs produits, notamment avec notre offre de retail média. On leur accompagne sur leur logistique pour offrir la meilleure expérience possible à la fois à nos consommateurs et à nos vendeurs. Et tout ça, évidemment, on le fait grâce à une plateforme technologique qu'on développe principalement en interne. On est 2000 collaborateurs à Bordeaux. Et puis, on le fait avec beaucoup d'IA, parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 20 millions de produits, c'est l'équivalent de 400 hypermarchés. Et on ne va pas vous demander, quand vous venez sur le site, de parcourir les rayons de 400 hypermarchés pour trouver votre produit. On a plutôt 200 millisecondes pour vous trouver le bon produit qui répond à votre demande. Et donc, depuis 15 ans, depuis le lancement de notre marketplace, on est rentré dans l'IA. Au départ, un peu contraint et forcé, parce qu'on était plutôt une boîte avec un ADN très commerçant. Et puis, on en a fait de plus en plus un élément de différenciation, un élément de performance commerciale. Aujourd'hui, sur le parcours client, il y a à peu près 50 algorithmes qui tournent en permanence. Ça va de la création du catalogue pour nos vendeurs, de tous nos systèmes de modération, des systèmes de diffusion de notre catalogue sur Google, sur les réseaux sociaux. Et puis, évidemment, une fois que le client est sur le site, c'est tous les systèmes de recommandation, de personnalisation, les systèmes d'antifraude, les systèmes après-vente qui vont permettre
de gérer les volumes, et on est dans la semaine du Black Friday, il faut savoir les gérer, mais toujours avec ce souci de la qualité, de la précision et de la personnalisation. Et donc, aujourd'hui, sur nos 50 algorithmes, la plupart, même la grande majorité, sont encore des modèles qui s'appuient sur des modèles de machine learning traditionnels. Donc, vous savez, on prenait un modèle de machine learning fourni en général par des Google ou Facebook, et on l'entraînait pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois sur nos datas pour lui permettre de faire une tâche précise. Et donc, on a des équipes data science, on a près une trentaine de data scientists, une centaine de personnes quand on intègre nos data engineers qui travaillent avec les data scientists, qui viennent alimenter en algorithme tous les produits de notre plateforme. Et donc, quand en 2022, on a vu arriver l'IA générative, et notamment les grands modèles de langue, au départ, on était encore avant ChatGPT, donc on n'avait que ces modèles, et on s'est dit que c'était quelque chose de très prometteur parce que ça permettait de résoudre des types de problèmes qu'on ne savait pas résoudre avec les modèles précédents. Typiquement, la résolution de problèmes avec du texte, et un site internet, c'est quand même énormément de texte. C'est aussi énormément de code informatique, donc on avait aussi des enjeux de code informatique et puis des enjeux d'image, où les modèles de machine learning précédents donnaient des résultats intéressants, mais on voyait bien qu'on ne pouvait pas faire aussi bien que ce qu'on souhaitait. Et puis, la deuxième révolution, c'est l'arrivée de ChatGPT, parce qu'en fait, pour la première fois, l'IA sortait des équipes data science. Pour l'anecdote, j'ai même fait un café avec des data scientists chez nous qui étaient très inquiets de perdre leur prééminence sur la data science et sur l'IA. Et en fait, c'est la même chose que quand Internet est sorti des labos de recherche dans les années 90, c'est qu'on avait une technologie qui existait pour certains, mais qui était inaccessible au plus grand monde. Et là, avec ChatGPT, avec les chatbots, on rentre dans une possibilité où vous pouvez donner des consignes à un modèle d'IA qui en plus est pré-entraîné, c'est-à-dire qu'il a déjà plein de data de départ, et vous pouvez vérifier rapidement si ça peut fonctionner. Et vous pouvez faire des premiers cas d'usage où en fait le corpus de pré-entraînement est suffisant. Si vous donnez aujourd'hui une image, un descriptif produit à ChatGPT ou à votre chatbot préféré, il va être capable de vous donner une idée du prix. Auparavant, si on voulait faire ça, il fallait prendre un modèle de machine learning, l'entraîner pendant 3 mois et on savait à la fin si ça marchait ou pas. Et donc, ça permet de tester plus vite, ça diminue le coût d'accès à l'IA et à l'intégration de l'IA dans les systèmes, et puis ça crée une émulation collective, et puis enfin, dernier élément, on va le voir dans nos exemples, dans ce qu'on fait, ça permet de venir s'intégrer dans le quotidien du travail de beaucoup plus d'équipes, là où auparavant, en fait, on avait besoin d'avoir une équipe de data science dédiée sur un problème pour pouvoir commencer à travailler. Et donc cette révolution, nous, on a fait le choix d'y aller à fond, et on y va à fond sur 3 grands domaines. Le premier, c'est le catalogue produit. Le deuxième, c'est l'interaction, les échanges avec nos clients, et puis le troisième, c'est l'excellence opérationnelle. Sur le catalogue produit, la première bataille pour nous, c'est d'avoir plus de produits et de bonne qualité. Et donc on a utilisé l'IA générative, les LLM déjà au départ, pour mieux catégoriser nos produits. Ce qui est intéressant, c'est qu'on les utilise en complément de nos modèles de machine learning traditionnels. C'est-à-dire que ça permet d'être plus performant, d'utiliser d'abord notre modèle de machine learning et ensuite d'appeler un modèle d'IA générative un LLM, et on divise par 2 le taux d'erreur dans la catégorisation. On va aussi enrichir toute la partie de contenu, de remplir les caractéristiques techniques, de formater les titres, et ça c'est des choses qu'on fait à l'échelle parce qu'on a recatégorisé des dizaines de millions de produits. On a enrichi plus de 10 millions de produits qui sont actuellement sur le site, et un produit qui est bien catégorisé, il fait 30% de ventes en plus. Donc on voit bien que c'est des éléments business avec des impacts immédiats. Et on est même allé plus loin parce que dans le modèle marketplace, un des trucs les plus pénibles pour les vendeurs, c'est de devoir créer leur catalogue de produits sur votre plateforme. Pour une raison simple, c'est qu'ils ont leur PIM, ils ont leur structure de données, et il faut qu'ils s'adaptent à votre structure de données. Et donc, ça passe par un système assez laborieux où, produit par produit, vous allez chercher le référentiel de données de la catégorie en question et ensuite vous faites le matching entre vos caractéristiques techniques dans votre système et puis les caractéristiques techniques de la marketplace de l'autre côté. Depuis cet été, on a mis à disposition de nos vendeurs ce qu'on appelle le catalogue magique. C'est très simple. Vous mettez en ligne dans notre outil votre catalogue au format que vous voulez. Ça peut être votre PIM interne ou ça peut être un export de votre catalogue produit depuis une autre marketplace. Par exemple, un grand concurrent américain propose ça. Et en quelques minutes, c'est un agent qu'on a développé en interne qui va pour chaque produit trouver la catégorie, aller chercher le référentiel de données, faire le matching et s'assurer que le maximum de caractéristiques sont remplies. Et donc on a des vendeurs qui passaient des heures, qui en plus en général ne créaient autour que 80-85% de leur catalogue, qui aujourd'hui en quelques minutes peuvent créer 100% de leur catalogue. Et c'est mieux pour nos clients et les consommateurs parce que du coup, on remplit le maximum de caractéristiques techniques.
Et donc on l'a lancé en septembre, on a quelques dizaines de vendeurs qui l'utilisent et on va faire, d'ici la fin d'année, plus d'1 million d'euros de ventes sur les produits qu'on a créés grâce au catalogue magique. Donc là, on est sur des exemples précis, concrets, d'IA générative qui rapportent et d'agents qui fonctionnent déjà en production. Le deuxième pilier, c'est la relation avec nos clients. Alors on utilise évidemment des LLM pour améliorer notre moteur de recherche. On va notamment chercher à mieux comprendre l'intention, à sortir du matching exact mot pour mot et d'être capable de comprendre l'intention et pour avoir une meilleure réponse, notamment sur des requêtes rares ou complexes. Et puis surtout, la révolution des LLM qu'on a vu nous tout de suite, c'est la capacité à avoir des chatbots. On avait fait des essais de chatbots auparavant, mais ça n'avait jamais été vraiment concluant et en fait les clients se plaignaient et disaient en gros rendez-moi un être humain avec qui parler. Aujourd'hui, on est à plus d'1 million de conversations réalisées avec des chatbots. Et on a un taux de satisfaction des consommateurs qui est aussi bon que quand on n'avait que des humains qui répondaient. Alors on permet, en général, nos clients, en tout cas quand on a des conseillers disponibles, de basculer sur un conseiller, mais la réalité c'est que pour beaucoup de clients, l'expérience du chatbot répond à leurs besoins. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a du coup décidé de développer notre propre chatbot interne qui s'appelle Disco, qu'on a lancé il y a quelques semaines, parce qu'on est convaincu que c'est une transformation profonde de la façon de naviguer et d'interagir avec les sites internet. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'on est en train de basculer d'un modèle figé, rigide, avec des gabarits de pages, où vous demandez en fait des efforts à votre consommateur, où le consommateur il doit naviguer, cliquer, revenir en arrière, ou alors on lui propose des carousels, des façons de naviguer, mais on ne s'adapte pas à son besoin. Le chatbot le permet. C'est-à-dire que vous êtes capable de lui proposer, de lui demander des précisions quand ce n'est pas assez clair. Vous lui permettez par exemple de comparer des produits, de résumer les avis. C'est des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles nativement sur notre site, qui vont bientôt l'être grâce à l'IA, mais aujourd'hui, il n'y a que le chatbot qui le permet. Et puis quand il a trouvé un produit qui lui plaît, s'il décide, il lui dit « mais attendez, en fait, je voudrais quand même comparer, avoir quelques produits qui ressemblent », eh ben, le chatbot vous permet de le faire automatiquement. Là où sinon, il fallait revenir en arrière, retaper une nouvelle requête. Et donc en fait, on a une expérience qui est beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus proche des besoins précis de nos clients. Et ça, on est convaincu que c'est quelque chose qu'on doit maîtriser, parce que ça va faire partie de notre avantage concurrentiel et de notre différenciation. Et on voit bien que c'est une tendance de fond. Il y avait un sondage OpinionWay qui nous disait que 75% des 18-25 ans demandaient déjà conseil à l'IA et que 60% se projetaient vers le fait de faire des achats directement depuis un chatbot. Alors nous, on prépare le coup d'après. Le coup d'après, c'est l'intégration avec les chatbots du marché, avec une technologie qui s'appelle MCP. Donc aujourd'hui, on a développé nos propres MCP sur le moteur de recherche, les informations produits, les informations de livraison, et on va aller tout le long du tunnel jusqu'au checkout. Et donc aujourd'hui, on fait des tests notamment avec Claude pour pouvoir permettre de faire des recherches en temps réel qui utilisent nos briques technologiques de moteur de recherche directement depuis Claude. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui va venir avec le temps. On a un enjeu réglementaire. On voit bien que l'Europe prend du retard par rapport aux États-Unis. GPT et OpenAI ont lancé les apps aux États-Unis, enfin hors Europe, mais pas en Europe pour des questions réglementaires. Mais nous, on se tient prêt, dès que ce sera possible, d'aller dans cet horizon-là, parce qu'on est convaincu que c'est là que nos consommateurs nous attendent. Et j'évoquais tout à l'heure les transformations pour les consommateurs. Évidemment, il faut qu'on soit au rendez-vous là-dessus. Enfin, le troisième pilier pour nous, c'est l'excellence opérationnelle. L'excellence opérationnelle, il y a 3 volets. Le premier, c'est on met de l'IA dans les outils métiers de nos équipes. On le fait pour nos développeurs avec GitHub Copilot et avec Cursor. On gagne à peu près 20% de productivité. On le fait pour des équipes de relations clients. Et on a aujourd'hui certaines typologies de requêtes par nos clients où on peut être jusqu'à 75% de réponses qui sont bonnes du premier coup par les outils d'IA qu'on a mis à disposition. Et donc évidemment, c'est des gains de productivité qui se comptent en dizaines de pourcents. Le deuxième volet, c'est de donner des outils d'IA pour que les équipes puissent construire ce dont elles ont besoin. Donc là, on a fait le choix de partir avec les solutions de GPT. Et on a aujourd'hui plus de 500 collaborateurs qui utilisent au quotidien GPT pour s'aider et ils font en moyenne 100 messages par mois. Donc en fait, ça veut dire que c'est utilisé dans leur quotidien. Et surtout, plus intéressant, on a près d'une centaine de GPT, donc de petits agents, de petits assistants, qui ont été construits par nos équipes pour faciliter leur quotidien, faciliter la vie, et qui commencent à être partagés. Par exemple, j'ai utilisé la semaine dernière un GPT qui a été fait par une de nos équipes qui permet, de façon textuelle, de demander au GPT de générer une requête qu'on peut après exécuter sur notre base de données Snowflake. Et donc ça permet par exemple d'aller chercher des informations sur notre base client ou sur les commandes et de croiser les données de façon beaucoup plus rapide que quand il fallait taper sa requête Snowflake à la main de zéro.
Et ça, c'est une équipe qu'il a d'abord développée pour elle, parce qu'elle était sollicitée par plein d'autres équipes dans la boîte pour leur donner des infos sur le comportement client ou les typologies de produits qui étaient vendus. Et elle s'est dit, on va d'abord faire un outil pour s'aider, pour qu'on puisse nous aller plus vite quand on est sollicité. Et puis, ça fait 3 mois qu'ils travaillent dessus, et ils ont aujourd'hui un outil qu'ils peuvent partager. Et donc, les équipes sont rendues autonomes pour aller chercher ces données grâce à ce GPT, parce que la force, c'est évidemment que quand il y a quelque chose qui marche bien dans une équipe, il peut être partagé avec d'autres équipes. Enfin, le troisième volet, c'est qu'on voit bien qu'il va falloir qu'on construise des nouvelles compétences, des nouveaux processus. Je pense notamment à une grande opportunité que permet aujourd'hui les outils d'IA générative, c'est la refonte des vieux codes, du code legacy qu'on peut avoir. On a 25 ans, ça nous donne une marque forte, ça nous donne aussi quelques années de legacy informatique derrière nous. Et là, le challenge qu'on a, c'est d'être capable de reprendre ce code-là pour le mettre à des standards plus modernes. Jusqu'à présent, on n'avait pas de ROI. On voyait combien ça risquait de nous coûter. Enfin, on estimait que ça allait nous coûter très cher. Et on se disait, bon, on survit quand même avec aujourd'hui, est-ce que ça vaut vraiment la peine? On est convaincu qu'avec les nouveaux outils, et plus ils progressent, plus c'est vrai, on va être capable de mieux comprendre notre base de code historique. Et que grâce à ça, on va être capable de redévelopper cette base de code pour beaucoup moins cher. On a fait un premier test sur un module qui était relativement simple. Les équipes pensaient qu'elles en auraient que pour 3 mois pour le refondre avec des outils classiques. Et en utilisant des outils, notamment Cursor, ils ont été capables de le redévelopper en 15 jours. Et donc ça change complètement le ROI et l'intérêt. Et on voit bien qu'il y a un vrai savoir-faire. L'équipe s'est trompée, elle a galéré, et puis elle a fini par trouver des astuces. Et donc il faut qu'on construise cette compétence-là, qui est une compétence qui n'existait pas jusqu'à présent, qui n'existe pas sur le marché. Mais on est convaincu que si on la maîtrise, ça va nous donner un avantage concurrentiel très fort pour les années qui viennent. Et donc vous le voyez, aujourd'hui, l'IA générative, elle est vraiment au cœur de notre stratégie de développement, de notre stratégie technologique chez Cdiscount. Et alors que ça fait un peu plus de 3 ans qu'on s'est lancé dans cette aventure-là, je voudrais partager 4 enseignements avec vous. Le premier enseignement, c'est que ça va vraiment changer le travail. On le voit bien, on a des équipes qui ont réduit leur charge de près de 50%, grâce à des GPT, grâce à des petits outils qu'elles ont développés. Ce n'est pas forcément des grands projets de transformation, mais c'est localement des bonnes idées, des choses qui sont faciles à confier à l'IA, qui marchent bien. Et donc ça va poser des questions d'implication, des questions de formation, ça pose évidemment des sujets sur parfois qu'est-ce qu'on donne à des nouveaux qui arrivent, qui auparavant se faisaient la main sur ce type de tâches-là. Mais on voit bien qu'il faut le prendre en compte et il faut en tenir compte dans notre stratégie RH. Le deuxième, c'est que l'IA, ce n'est pas une baguette magique. Si vous donnez une question un peu vague à l'IA, notamment sur un sujet que vous connaissez bien, vous allez voir que la réponse, elle n'est pas très intéressante. Au contraire, l'IA, elle est très pertinente quand vous avez une succession de tâches précises, spécifiques, où vous avez des critères de succès clairs. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut que vos équipes, elles aient également en tête quelles sont les tâches précises qu'elles font et quels sont les critères précis de validation. Ce n'est pas toujours le cas. Et donc, si ce n'est pas le cas, évidemment, ça va poser un problème pour pouvoir mettre de l'IA dans vos systèmes et pouvoir être aidé par l'IA. Et c'est la même chose sur la compréhension client. Si on n'est pas clair sur la valeur qu'on veut apporter au client, il n'y a aucune chance que les outils d'IA, miraculeusement, fassent mieux pour le client. Le troisième volet, c'est que pour apporter cette performance-là, cette transformation du travail, cette amélioration des processus, il faut être prêt parfois à repenser nos processus. Par exemple, chez Cdiscount, on avait historiquement un service client qui était uniquement par téléphone. On a ouvert l'année dernière un canal écrit. Alors déjà parce que c'était une demande de nos clients, mais aussi parce qu'on est convaincu qu'on ira plus vite pour intégrer de l'IA générative sur des canaux écrits que sur des canaux vocaux. On viendra évidemment un jour sur les canaux vocaux, mais dans la roadmap, dans la perspective, on se dit dans les 12 à 18 mois qui viennent, c'est vraiment le canal écrit sur lequel il faut qu'on mette le focus. De la même façon, il faut parfois revoir des principes en interne pour pouvoir doter vos équipes d'outils d'IA générative qui vont les aider au quotidien et leur donner cette autonomie. Et donc ça, c'est un rôle évidemment pour les dirigeants de se dire qu'est-ce qu'il faut que je change, qu'est-ce qu'il faut que je fasse bouger pour rendre l'IA générative possible dans mon entreprise. Enfin, quatrième enseignement, et pour moi c'est un enseignement vraiment majeur qu'on a tendance à occulter, c'est que l'IA générative, il y a un enjeu culturel et sociétal. Aujourd'hui, le débat public est saturé de messages parfois anxiogènes. On parle de job apocalypse, on parle de risques sur les données, on parle de les machines vont nous gouverner. Ok, mais à la fin, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une réglementation qui est la plus stricte au monde. Ça veut dire que les équipes, elles ont peur d'être remplacées par des IA. Et donc, comment est-ce qu'on crée un enthousiasme collectif et une vision optimiste de l'IA? Comment est-ce que ce qu'on fait dans nos entreprises montre aussi qu'on a raison d'avoir cette vision optimiste? Comment est-ce que les gains de productivité qu'on va faire, on les réinvestit dans la qualité? Parce que dans notre monde très concurrentiel, évidemment qu'on a des enjeux de faire mieux. Et c'est important parce qu'il ne faut pas qu'on fasse avec l'IA générative ce qui s'est passé avec les robots.
la France a été le pays d'Europe le plus hostile aux robots dans l'industrie. Moralité, on est le pays avec le Royaume-Uni où l'emploi industriel et la part de la valeur industrielle a le plus baissé depuis les années 80. Au contraire, les pays qui ont mis le plus de robots dans leurs usines sont ceux qui ont aujourd'hui le plus d'emplois industriels. Et donc le risque avec l'IA générative, si on en a peur, si on s'en empare pas, si on ne montre pas, y compris publiquement, qu'il faut en être fier et il faut porter cette transformation, bah c'est qu'en fait nos concurrents le fassent. C'est que d'autres grandes zones géographiques qui sont en train de sauter à plein dans cette transformation, je pense à la Chine, aux États-Unis, prennent encore de l'avance sur nous. Et donc si on veut réussir l'IA générative dans nos entreprises, si on veut être prêt, il faut aussi qu'on prenne la parole sur cette bataille culturelle et cette bataille sociétale. Et donc aujourd'hui, alors qu'on en est encore aux prémices, et je pense qu'il faut être conscient et rester modeste de ce qu'on fait, moi ce que j'ai envie de nous demander collectivement, c'est est-ce qu'on est prêt à nous tourner résolument vers nos clients pour voir comment l'IA générative peut être mise au service de la valeur qu'on leur apporte? Comment est-ce qu'on peut aider nos équipes? Comment est-ce qu'on peut être prêt à aider nos équipes à se saisir de ces outils pour transformer leur quotidien, pour faire mieux, plus simple, plus vite? Comment est-ce qu'on est prêt à changer nos organisations, à remettre en question certains dogmes pour nous permettre d'avancer dans cette direction et saisir toutes les opportunités? Et puis est-ce qu'on est prêt aussi à prendre la parole pour dire que l'IA générative est une chance, qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, mais qu'il faut s'en saisir avec confiance, avec enthousiasme, parce qu'il en va de l'avenir de nos entreprises, de l'avenir de notre pays, de l'avenir de l'Europe et même de l'avenir de notre modèle social. Alors, merci à tous et soyons prêts.